Ça enregistre? Salut tout le monde, je m'appelle Vince, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Limite. Bon, nouvelle déco, en fait non, la déco n'a pas vraiment changé, j'ai décidé juste de déplacer la caméra et de vous parler comme ça en étant un peu plus actif parce qu'en fait j'ai remarqué que dans la vie de tous les jours, j'aimais bien parler en marchant. Vous savez que si je fais une vidéo face cam, c'est que je dois vous parler d'un truc très important. Préparez-vous parce que cette vidéo va falloir être accroché. Vous allez apprendre plein de trucs, ça je vous promets. Mais ça risque de vous démoraliser un peu. Et parce que si je suis là devant vous, c'est que j'ai lu un rapport, hein, bien sûr comme d'habitude, hein, le dernier rapport du service Copernicus, qui est le programme européen d'observation de la Terre, ainsi qu'un rapport conjoint avec celui de l'Agence météorologique mondiale. Eh bien, l'Europe est le continent qui s'emballe le plus rapidement sur la planète. Alors quand je dis qu'il s'emballe, c'est que ça se réchauffe 2 fois plus vite que partout sur Terre. Et l'une des raisons, en fait, elle est méga inattendue. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait une tête, j'ai fait « Ah !» Alors vous allez découvrir, c'est vraiment un paradoxe aux petits oignons. Alors je vous vois déjà venir hein, en commentaire là, les irréductibles. Le climat a toujours changé, c'est à cause du soleil. Le CO2 c'est bon pour la vie. Vous savez les Jean-Marie cycle solaire là. Alors vous moquez pas, Jean-Marie c'est mon deuxième prénom. Si vous êtes déjà prêt à dégainer parce que vous avez vu le sujet de la vidéo et vous savez qu'on va parler du changement climatique, alors s'il vous plaît, tranquille. On va juste prendre le temps de poser le truc dans ces vidéos, de bien comprendre ce qui se passe, les mécanismes, pourquoi cette accélération. On a en prime aujourd'hui dans cette vidéo Xavier Fétouès, qui est chercheur et professeur en climatologie à l'Université de Liège. Car ouais, je sais, on va encore me dire ouais, tu parles de climat, mais t'es même pas scientifique. Les scientifiques! Eh ben Xavier, lui, il est scientifique. Ouais, voilà, donc je suis Xavier Fétouès, professeur en climatologie à l'Université de Liège. Abonne-toi, active la cloche. Merci. Et si cette vidéo existe aujourd'hui, eh bien c'est grâce à un sponsor et donc merci au sponsor de cette vidéo qui n'est autre que vous. Oui, merci aux donateurs sur Tipeee et Paypal et tous ceux qui sont toujours chauds de filer un coup de main à la chaîne. Vraiment, merci du fond du cœur. Si jamais vous voulez le faire, eh bien ça se passe en description de la vidéo. L'impact du réchauffement climatique en Europe. Alors en avril, les températures mondiales ont continué d'atteindre des niveaux historiquement élevé. Et ça fait près de 2 années consécutives aujourd'hui qu'on atteint des seuils de chaleur exceptionnels. Avril 2025 se classe désormais au 2e rang des mois d'avril les plus chauds jamais enregistrés, tout juste après avril 2024, donc l'année juste avant, et s'inscrit dans une série ininterrompue de records ou quasi-records de température, et cela depuis juillet 2023. Des centaines de morts à Valence, et dans sa région ravagée par des torrents d'eau et de boue. L'Europe centrale et orientale, de l'Autriche jusqu'en Roumanie, inondée par la tempête Boris. Des régions entières sous l'eau en Bosnie-Herzégovine, en Pologne, en France, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Avec plus d'un tiers de ses fleuves inondés en 2024, l'Europe a connu ses pires inondations depuis plus d'une décennie, révèle l'Observatoire européen Copernicus et l'Organisation météorologique mondiale. Conséquence, au moins 335 morts, 413 000 personnes affectées et 18 milliards d'euros de dégâts. Bref, depuis qu'on s'est ramassé le dernier El Niño dont je vous ai parlé dans cette vidéo, eh bien, ça ne descend plus. J'ai même envie de dire que ça s'emballe. Mais ce n'est pas la cause principale dont nous allons parler dans cette vidéo. Qu'est-ce qui a changé comparé à avant pour que ça parte littéralement en sucette, comme on peut le voir sur ces graphiques. Et vraiment, ces graphiques-là, ils sont importants. Hein, et j'espère qu'on va les garder le plus longtemps possible parce qu'il y a un certain président américain qui est en train de faire chier et qui veut plus qu'on ait accès à ce genre d'informations. Vous savez de qui je parle? Drill, baby, drill. Voici les raisons du réchauffement accéléré en Europe. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi l'Europe se réchauffe plus vite que dans d'autres régions du monde. Et oui, on a vraiment fait cette blague. L'un des principaux est l'amplification arctique. Voilà, ces scientifiques ne pouvaient pas s'en empêcher, toujours des mots compliqués. L'Europe, avec ses vastes zones terrestres et sa proximité avec le pôle Nord, eh bien, elle est particulièrement touchée par ce phénomène. Car quand on parle de réchauffement global, eh bien, il est souvent évoqué, et cela depuis l'année dernière, une température moyenne de 1,5 degré. Mais ce réchauffement, eh bien, il n'est pas uniformément réparti. En réalité, les terres, elles se réchauffent plus vite que les océans. Ce qui se passe, c'est que plus on se rapproche des pôles, plus les températures augmentent rapidement. Mais pourquoi ? Cela s'explique par la fonte des glaciers. La glace, qui auparavant réfléchissait une grande partie de la lumière solaire, de ses rayons, eh bien elle fond, laissant place à des surfaces plus sombres qui absorbent davantage d'énergie solaire. Avec le réchauffement climatique, la banquise diminue en étendue, du coup ça fait apparaître l'océan libre
qui est en dessous, qui est noir, qui va absorber beaucoup plus d'énergie que la glace qui est blanche, qui réfléchit le soleil. Et du coup, on a un cercle vicieux. L'Arctique gagne de l'énergie parce qu'il est plus noir qu'avant. Et ça, c'est pareil que porter un t-shirt bleu foncé en plein été et en plein soleil. Vous allez avoir plus chaud qu'un petit gars comme moi, tranquille, qui se balade en t-shirt blanc. C'est une véritable stratégie en période de canicule. Revenons à nos moutons, cela augmente les températures de la surface terrestre, ce qui fait fondre encore plus de glace, créant ainsi une spirale accélérée de réchauffement. Et donc l'amplification arctique fait que le pôle Nord se réchauffe plus vite. Et qui est-ce qui est juste en dessous du pôle Nord ? Eh bien c'est nous. Enfin ça dépend d'où vous regardez cette vidéo, on salue les Québécois qui sont aussi juste en dessous. Et le dernier bulletin climatique de Copernicus, eh bien il nous montre également que l'étendue de la banquise arctique est inférieure de 3% à la moyenne, représentant la 6e plus faible étendue jamais observée pour un mois d'avril. Et cela depuis qu'on mesure les températures par satellite, ça fait quoi? Ça fait 47 ans. Et cette tendance est en train de se confirmer mois après mois. Et l'absence de glace en Arctique, du moins cette réduction, entraîne une absorption plus importante des rayons solaires, contribuant à encore plus de réchauffement et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui fait fondre la banquise et ainsi de suite, donc ça fait une rétroaction positive. Encore un mot sortillon derrière. Attaque de la boucle de rétroaction positive. Ça, c'est principalement pour expliquer le réchauffement qu'on a en été, en Arctique. Par contre, en hiver, c'est surtout en hiver que l'Arctique se réchauffe, et ça, c'est une autre rétroaction. C'est la rétroaction liée à la vapeur d'eau. L'eau, c'est le gaz à effet de serre principal. Alors que pour 1 degré gagné dans l'atmosphère, on sait mettre plus 7% d'eau. Alors pour le moment, les pôles, c'était des déserts, il y avait très peu d'eau dans l'atmosphère, et on observe depuis 10-20 ans de plus en plus d'humidité dans l'atmosphère, ce qui amplifie l'effet de serre, notamment en hiver. Et ça explique pourquoi les pôles se réchauffent 4 fois plus vite. Mais attention, il y a un autre truc de dingue qui se passe derrière. Non mais restez bien dans cette vidéo parce que l'amplification arctique n'est pas la seule raison pour laquelle l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Il y a juste une autre dinguerie. Eh bien cette autre raison est un paradoxe immense qui risque de créer, je pense, une nouvelle faction dans les années à venir. D'abord, on a eu les climato-sceptiques, ceux qui doutent légitimement, et les climato-négationnistes, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de changement climatique, et les climato-rassuristes, en mode oui, mais on va trouver des solutions technologiques pour réduire tout ça, etc. Et bien maintenant, je pense qu'on va avoir une nouvelle faction qui seront les climato-pollueurs. Retenez bien ce terme-là, les climato-pollueurs. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Ce qui a joué un rôle indéniable dans l'accélération du réchauffement climatique en Europe ces derniers temps, eh bien, c'est la réduction de la pollution atmosphérique. Vous savez, les particules fines, là, les polluants qui éclatent nos poumons, vous savez, je crois qu'ils tuent 800 000 Européens chaque année, provoquent de graves problèmes de santé. C'est le paradoxe magique. Toutes les villes européennes ont mis en place des politiques qui se sont avérées très efficaces. Pour une fois, ça s'est passé à Bruxelles, à Paris, à Bordeaux, à Nantes. Toutes ces villes ont littéralement fait un travail incroyable et les efforts commencent aujourd'hui vraiment à porter leurs fruits. Mais c'est là que réside tout le problème. Comme la glace, les particules polluantes qui sont présentes dans l'air, comme les aérosols, ont un effet de réflexion des rayons solaires. Il faut savoir que dans les activités humaines, il y a des activités qui réchauffent le climat et des activités qui refroidissent le climat. Et les activités qui refroidissent le climat, c'est tous les émissions de petites particules PM10, PM2 et ainsi de suite des moteurs diesel. Ces aérosols ont réfléchi le rayonnement du soleil. Elles vont aussi changer la propriété des nuages qui vont devenir plus blancs. Et donc, globalement, les aérosols de pollution ont un effet refroidissant. Dans le vocabulaire académique, on appelle ça le forçage radiatif. Je sais, c'est encore un terme un peu relou. Cette réduction de la pollution, en fait, a un effet paradoxal. Elle permet d'améliorer drastiquement la qualité de l'air, ce qui est vraiment très bien pour vous et moi, et pour les animaux en général, c'est vrai qu'on pense pas suffisamment à eux. On réduit les problèmes respiratoires, les cancers, etc. Mais en attendant, eh bien, ça augmente le réchauffement. Ça, c'est un calcul assez dingue qui va vous retourner le cerveau, et après, je vais venir avec une autre dinguerie juste après. Donc, admettons, on part ensemble du principe que la pollution n'existait pas du tout au-dessus de l'Europe. Eh bien, les températures seraient encore plus élevé qu'aujourd'hui. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on masque les effets du changement climatique. Le rôle des aérosols à l'échelle globale, c'est un refroidissement de l'ordre de 0,5 à 1 degré, qui est énorme, parce qu'ici on est à 1,5 degré au niveau global. Donc sans aérosols, sans pollution, on serait presque à 2,5 degrés. Et donc c'est un effet refroidissant qui est très important, et c'est même ce que j'appelle une bombe climatique. Pourquoi? Parce que si on décide du jour au lendemain d'arrêter nos émissions,
Comme le temps de résidence des aérosols, c'est une semaine, d'un coup, Ça fait des chocs à pic. l'année suivante, on aura un pic de température. Et on l'a vu dernièrement, l'année passée, il y a eu un changement dans les règles pour les moteurs des bateaux. Et d'un coup, il y a une diminution des émissions d'aérosols, ce qui fait que les océans ont reçu, à partir de l'année passée, beaucoup plus d'ensoleillement qu'avant. Les accords de Paris! Le plus frappant, c'est ce qu'on a pu observer entre la Chine et l'Inde. La Chine, elle a réussi à mettre en place des politiques de réduction de la pollution plutôt efficaces en très peu de temps, et les données satellites montrent clairement que les températures, y augmentent paradoxalement plus rapidement qu'en Inde, où là-bas les politiques anti-pollution sont moins développées, malgré leur situation géographique quand même relativement similaire. Mais ces émissions, en fait, sont liées quand même à la combustion d'énergie fossile. Donc, si on se passe d'énergie fossile, non seulement, effectivement, on ne polluera plus des petites particules, mais en plus, on ne contribuera plus à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et donc, je pense que si on se passe des énergies fossiles, on va résoudre les deux problèmes en même temps. L'impact du jet stream. Et ces deux causes donc que je vous ai citées, l'amplification arctique et la réduction de la pollution, ensemble, Ça fait des chocs à pic. en conséquence, on se ramasse le ralentissement du jet stream. Oui, si vous vous souvenez, on en a parlé dans une vidéo, c'est cette circulation d'air rapide là, qui normalement déplace les systèmes météorologiques à travers toute l'Europe. C'est ça, normalement on a autour de, nos latitudes, on a le jet stream qui souffle d'ouest en est et qui prend les systèmes météo et hop, il reste quelques heures chez nous et puis hop, ça va dans l'Europe de l'Est et donc on a quelques jours de beau temps et puis de la pluie, quelques jours de beau temps. Normalement c'était le climat normal qu'on a à nos latitudes. Ce phénomène a commencé à se modifier de manière inquiétante. La vidéo elle est disponible en description, je vous mets la miniature juste ici. Je vous propose bien sûr d'aller faire un tour après avoir regardé cette vidéo de préférence. Ce jet stream, c'est un courant d'air qui ressemble en fait à une sorte de gros tube en haute atmosphère où circule l'air et en fait ça fonctionne un petit peu comme un moteur. Ça sépare l'air froid du nord et l'air plus chaud du sud. Le contraste de température entre les deux masses d'air, ça crée une sorte de flux dynamique qui permet justement au système météo de se déplacer assez rapidement d'ouest en est. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est fini le monde normal. Aujourd'hui, avec l'élévation des températures au pôle, le différentiel de température entre l'air froid du nord et l'air chaud du sud, il se réduit. Sauf que, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où l'air froid se réchauffe et ressemble de plus en plus à ce qui se passe au sud? Le jet stream s'arrête, il est en train de ralentir parce que le moteur du jet stream, c'est le contraste pôle-équateur. Donc c'est comme si j'ouvrais ma fenêtre, s'il fait froid dehors, le courant d'air sera beaucoup plus important que s'il fait chaud dehors. Et ici, c'est exactement la même chose. Les pôles se réchauffent 4 fois plus vite. Du coup, il y a moins de courant d'air. Du coup, le jet stream s'arrête, se met à osciller comme ceci, à place de souffler d'ouest en est de manière très circulaire. Il commence à osciller, voire à s'arrêter. Et dans les oscillations, il va y avoir soit un anticyclone qui va rester coincé, soit une dépression qui va rester coincée. Et du coup, c'est pour ça qu'on a de plus en plus souvent le même type de temps. Et c'est exactement ce que vit l'Europe actuellement, la Belgique, la France, ça dépend de vous regarder ces vidéos bien sûr. Ce phénomène marque un changement profond dans notre climat. C'est fini les alternances douces entre les extrêmes, genre le yin et le yang, un petit peu de noir et blanc mélangé, etc. Mais aujourd'hui, le climat européen, il devient beaucoup plus polarisé qu'un lecteur de valeurs actuelles. Soit c'est extrêmement chaud, soit c'est extrêmement humide. Il n'y a plus de juste milieu. Et ce n'est pas qu'une tendance passagère, genre ça va revenir comme avant. C'est vraiment aujourd'hui l'avenir auquel nous devons faire face si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Mais bon, on va être honnête, on aura beau prendre des mesures, on est déjà bien lancé, donc au moins tentons de limiter la casse. Les modèles climatiques de l'époque l'avaient anticipé. Les modèles le suggéraient, mais clairement, le ralentissement qu'on observe actuellement est largement supérieur aux modèles. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les changements climatiques qu'on observe en Europe versus ce que les modèles du climat prévoient, il y a un retard de 10 à 20 ans. Donc, par exemple, en Belgique, les inondations de juillet 21 étaient prévues par les modèles à partir de 2030. Et on le voit, il y a 10 ans, là, rien que dans la vue. Et donc, ça suggère, en tout cas pour le moment, ça suggère que les projections futures du GIEC pourraient sous-estimer les changements climatiques, notamment en Europe. Mais maintenant, la question que vous allez certainement vous demander, ça fait quoi sur nous, sur moi, sur notre quotidien? Eh bien, permets-moi de te dire que ça, c'est la partie qui va pas vraiment te faire plaisir. Eh bien, il y aura surtout des conséquences sur ce que tu manges. Les conséquences, elles sont multiples, forcément. Et l'une des plus évidentes est l'impact sur l'agriculture. Les périodes de sécheresse prolongées affectent déjà en ce moment lourdement la production alimentaire. On va avoir soit beaucoup trop d'eau et il faudra faire face à un excédent d'eau, soit on aura plus d'eau du tout et il faudra faire face à ça aussi. C'est un problème
même pour l'agriculture, parce qu'on sait s'il fait trop humide, trop sec, ça pose problème à l'agriculture. Et du coup, ça veut dire qu'ici, on le voit ici, cet hiver-ci, on a eu 6 mois de mauvais temps avec plein d'eau, et puis après, maintenant, on est en sécheresse. Alors ici, ces derniers jours, il n'y a bien plus en Ardennes, donc la sécheresse est terminée en Ardennes, mais en Flandre, il ne tombait rien du tout. Donc là, ils sont aussi en sécheresse. Et donc, il va falloir penser à garder l'eau quand elle est là en abondance, pour pouvoir l'utiliser par après, parce qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir vraiment commencer à arroser, notamment à irriguer l'agriculture. Oui, ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, ce n'est que le début d'une longue série de changements que nous devons anticiper. Et qu'il s'agisse de vagues de chaleur plus longues, de conditions climatiques extrêmes ou des modifications irréversibles dans nos écosystèmes. Et il y a encore du temps pour agir, et agir fort, à condition de faire des choix éclairés, soutenus par des politiques ambitieuses, des actions concrètes à l'échelle forcément individuelle, mais surtout collective. Et je parle vraiment du vote là, hein. On se rapproche de 2027 pour les Français. Il ne faut pas faire la même connerie que les Belges avec leur gouvernement Arizona, qui a strictement rien à foutre et est dans le business as usual. Les experts sont unanimes. Il est encore possible de limiter les dégâts. Mais cela nécessite de repenser notre rapport à la planète, adopter un modèle plus juste et plus respectueux du vivant si on veut éviter forcément le pire. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez très bien compris pour certains, il est urgent de se préparer à un futur où l'adaptation au changement climatique sera essentielle. D'ailleurs, on aura un talk sur l'adaptation avec Ilan Moudib qui sortira bientôt, incroyable. Au niveau des habitations, je pense qu'il faut multiplier les citernes d'eau de pluie, soit stocker l'eau au sommet des bâtiments, et ça permet aussi de refroidir les bâtiments, soit en tout cas stocker l'eau qui arrive dans les bâtiments pour pouvoir l'utiliser par après pour les toilettes et ainsi de suite, par exemple. Ça, c'est une chose à faire. Il faudra, pour moi, multiplier les petites retenues d'eau au fond des vallées. Donc, si on va, par exemple, dans le Gers, parce que le climat de la Belgique, avec les trajectoires actuelles, on aura à la fin du siècle le climat du Gers en France. Peut-être une autre adaptation aussi, c'est surtout en Belgique, c'est moins le cas en France, c'est que pour le moment, chez nous, les maisons sont construites pour faire face au froid. On isole nos maisons pour faire face au froid. Elles sont mises, souvent il y a des baies plein sud pour profiter de l'énergie du soleil et ainsi de suite. Et ça, très vite, là aussi, c'est une erreur. Il faut maintenant commencer à construire des maisons pour faire face au chaud. Et il faut adapter nos villes aussi pour faire face au chaud et plus au froid. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir changer. Et en Belgique, on est encore loin du compte. Alors comment on fait? Eh bien, on commence à la base, hein. Je l'ai déjà dit souvent dans mes vidéos, mais je vais le répéter à chaque fin de vidéo. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc décarboner nos économies et se préparer forcément au mieux à l'adaptation. Et quand je parle de se préparer à l'adaptation, c'est pas aller acheter des flingues et zigouiller les gens qui n'ont pas notre couleur de peau et qui pensent pas que nous, qu'une autre religion. En tout cas, si t'es arrivé au bout de la vidéo, bouge pas parce que j'ai une proposition de livre à te faire dans quelques instants. J'ai décidé de faire ça à chaque fin de vidéo. Et ça n'a pas forcément à voir avec le sujet. Et si t'es vraiment arrivé au bout de cette vidéo, eh bien je te propose d'ajouter en commentaire une description de comment tu perçois, imagines, anticipes l'Europe dans 25 ans. Merci beaucoup à Xavier Fetways pour son dévouement, son intervention. Il publie souvent des trucs intéressants sur LinkedIn, donc je vous mets bien sûr son profil en description de la vidéo. Je vous conseille un livre qui est très sympa, Les riches contre la planète. Voilà, c'est celui-là de Monique Pinson-Charlot. J'ai plein de livres ici, hein. J'ai littéralement une sorte de bibliothèque là avec tous les livres très sympas que j'achète ou qu'on m'envoie. Merci d'ailleurs beaucoup. Si jamais vous avez des livres à conseiller, mettez-le aussi en commentaire. Et important, j'ai failli oublier. Bon, octobre, il va y avoir des choses incroyables. On sait qu'on est face à un moment important. On se rapproche de 2030, qui sont quand même des grosses échéances. Et donc, on a prévu de passer un nouveau cap. Octobre, gros projet sur limite. Forcément, les présidentielles vont arriver. Donc, on va avoir besoin de vous pour aider Limite à passer à un autre level de son existence. Je vous en dirai bien plus un peu plus tard. Mais ce projet, littéralement, en fait, on le fait pour vous. Et j'espère qu'il aura son impact. Je vous en parlerai plus tard de toute façon. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Limite. Abonnez-vous, c'était Vince. Ciao tout le monde, bye bye. Ouais, bonne journée, à bientôt. Hein. Quelle est ta définition du réel ?